La politique du chiffre nuit-elle au service public ? C'est à cette question et bien d'autres que nous allons répondre aujourd'hui avec Marion Guenaud, chargée de recherche au CNRS et autrice de l'article « Des chiffres en bataille, évaluer la lutte contre l'économie souterraine », étude s'intéressant à la gouvernance par les nombres des groupes d'intervention régionaux de la police judiciaire. Bonjour Marion. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer la structure et l'organisation des groupes d'intervention régionaux ? Qui sont-ils ? Quelle est leur finalité ? Qui les supervise ? Ou encore quelles sont leurs interventions ? Alors, ma réponse risque d'être un petit peu longue, mais c'est pour que les auditeurs comprennent bien. Les groupes d'intervention régionaux, c'est une structure très particulière de la police judiciaire. La police judiciaire, c'est une police spécialisée qui mène des enquêtes longues et complexes sous l'autorité du magistrat. Les GIR, c'est tout d'abord une structure interministérielle qui regroupe des policiers, des gendarmes, des inspecteurs des impôts et de la douane, et dans certains cas, des inspecteurs du travail, du recouvrement de l'URSSAF ou de la CPAM, donc des organismes de la sécurité sociale. Pour ce qui est de leur finalité, les GIR ont fait une sorte de virage à plus de 180 degrés. Parce qu'au départ, ils sont créés en 2002 par le ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy, qui veut que ces unités occupent le territoire, principalement dans les quartiers dits sensibles. Très vite au départ, donc, les GIR sont l'élément clé de la communication du ministère de l'Intérieur qui veut mettre en scène sa reprise en main des quartiers avec la fin de la police de proximité. Mais très vite, les agents qui se retrouvent là ensemble autour de la table, donc les hommes et les femmes des GIR, qui sont des professionnels de très haut niveau, décident de combiner leur savoir-faire pour aller cibler les riches, qu'il s'agisse des membres du crime organisé ou des délinquants des milieux aisés. Ils décident qu'ils vont enquêter sur ce qu'ils appellent le patrimoine criminel, c'est-à-dire les richesses et biens de grande valeur, les immeubles, les appartements, les véhicules de luxe, les comptes en banque, les fonds de commerce, etc. Et de nos jours, quand un service de police classique, par exemple la brigade de répression du banditisme, soupçonne que des biens de grande valeur sont tirés de l'infraction commise, le GIR est saisi par le magistrat pour enquêter sur son patrimoine, en recoupant les données du fisc, de la douane au besoin. Ils ciblent les biens à saisir, puis vont les identifier dans le cadre de la perquisition. Ils entendent les suspects sur leur patrimoine et en fonction de la décision du magistrat, les biens sont saisis avant d'être confisqués par le tribunal le jour du jugement. De nos jours, les biens et richesses confisqués sont gérés par une agence qui redistribue ces richesses à la prévention contre la drogue, à l'indemnisation des victimes, aux tribunaux et commissariats. Il y a donc ces deux âges des GIR, celui des opérations coup de poing en bas des cités en 2002, et puis progressivement l'âge de la police du patrimoine ou de l'argent du crime. Voilà un petit peu pour les missions des GIR. Et ce virage à 180 degrés, c'est opéré quand à peu près ? Ce virage, c'est opéré très différemment selon les GIR. Il y a des GIR où ce virage s'est fait à peu près tout de suite quand les agents se sont rencontrés et se sont mis d'accord. Et puis il y a d'autres GIR qui prenaient des directions plus différentes parce que les commissaires étaient plus jeunes, étaient plus malléables, etc. Et progressivement cette évolution s'est affirmée jusqu'à l'entrée dans la loi en 2010 de toute une série de mesures pour la confiscation pénale. D'accord. Et vos travaux montrent que l'activité de ces GIR, ou de ces groupes d'intervention régionaux, est évaluée essentiellement par le prisme des chiffres. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus ? Quels sont ces chiffres et à quoi servent-ils ? Alors, en effet, la question des chiffres d'activité est vraiment centrale dans le contrôle des GIR et dans leur évolution dans les deux âges que je décrivais juste avant. Au départ, dans l'âge des opérations coup de poing en bas des cités, le ministère de l'Intérieur contrôle de très près le nombre d'interventions, d'interpellations en bas des cités, le nombre d'infractions fiscales, douanières, à l'URSSAF, etc.
Il y a, en gros, pour schématiser, il y a l'opération coup de poing qui se déroule au petit matin, et il faut que ces chiffres soient transmis au plus vite au ministère de l'Intérieur pour la conférence de presse du ministre qui se déroule en général l'après-midi. Donc c'est une mise sous contrôle qui est assez inédite, c'est une instrumentalisation politique qui est vraiment inédite de l'activité de la police. Et on assiste là à la naissance de la politique du chiffre du ministère de l'Intérieur, politique qui va progressivement être appliquée à tous les métiers d'ordre et de contrôle. Et puis, dans un deuxième temps, progressivement, dans le deuxième âge, quand les hommes et les femmes des GIR en viennent à développer cette autre activité, celle d'enquêter et de confisquer l'argent du crime, ils en viennent à développer d'autres indicateurs, à savoir la valeur financière des biens saisis. En disant, finalement, les interpellations en bas des cités, c'est pas très intéressant. Certes, il y a une économie souterraine dans les cités, mais ça permet avant tout aux personnes de se nourrir, de payer leur loyer, donc c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant en revanche, c'est de saisir et de faire confisquer un immeuble qui appartient à un trafiquant et qui va rapporter à l'État 1 ou plusieurs millions d'euros. C'était un peu le slogan de l'époque, en 2008, avant l'adoption de la loi. C'était de dire que en temps de crise, dans la suite de la crise économique de 2008, les agents du GIR font rentrer l'argent du crime dans les caisses de l'État. Donc c'est par cette bataille autour des chiffres d'activité que les policiers, avec l'aval des magistrats qui les supervisent, vont engager un véritable bras de fer avec les ministres, Nicolas Sarkozy donc, mais aussi les ministres successifs, pour faire valoir cette nouvelle mission. Donc on voit que les chiffres d'activité ne sont pas quelque chose de neutre et que c'est même un outil pour les agents de la police judiciaire, un outil de bataille. C'est pour ça que j'ai intitulé l'article des chiffres en bataille. Et qu'est-ce que révèlent ces chiffres alors, et qu'est-ce qu'au contraire, et qu'est-ce qu'ils ne montrent pas ? Alors, 3 choses. Ce qui est sûr, c'est que ces chiffres d'activité, et ça vaut pour tous les chiffres qu'on appelle aussi chiffres de la délinquance, ne permettent pas de saisir un phénomène comme l'économie souterraine, par exemple, dans sa globalité. Ils permettent seulement de connaître l'activité de la police et des métiers de contrôle. Si ces chiffres augmentent, c'est simplement que l'activité des services répressifs a augmenté. C'est tout ce que ça dit. Ça ne dit pas forcément que la délinquance a augmenté, contrairement à ce qu'on peut entendre parfois dans les discours et les médias. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que les chiffres des opérations coup de poing qui ont été mis en avant par le ministre ne disent rien de la situation sociale dans laquelle les personnes ont été appréhendées. Un rapport parlementaire est paru en 2003, faisant un premier bilan des GIR, donc le nombre d'interpellations, de redressements fiscaux, douaniers, de l'URSSAF, etc. Mais ces chiffres, qui constatent en effet le nombre de personnes qui sont en infraction dans un quartier donné, ne disent pas qu'en temps normal, le fisc, par exemple, aurait abandonné les poursuites, car les sommes en jeu sont très faibles pour l'administration fiscale. Donc en 2002, il y a une perte d'autonomie sur la marge d'appréciation qu'ont les agents du fisc habituellement. Et puis troisièmement, dans l'âge du patrimoine criminel, il y a des classements qui circulent, plus ou moins formels, des meilleurs GIR, ceux qui ont saisi le plus de valeur et de richesse. Mais ça ne tient pas compte, par exemple, des particularités des territoires. Un immeuble saisi dans le Limousin, par exemple, ou un immeuble saisi sur la Côte d'Azur, ils n'ont pas la même valeur au vu des différences des prix de l'immobilier. Donc ces classements et ces évaluations, elles sont vraiment biaisées et chaque GIR compte un peu en fonction de ce qu'il arrange pour se mettre en valeur. Et comment ces chiffres sont perçus et gérés par les chefs des groupes d'intervention régionaux ? Alors chaque année, les chefs de GIR font un compte-rendu de synthèse dans lequel ils rendent compte à leurs autorités, donc policières, préfectorales et judiciaires, de leurs chiffres d'activité
en vue de recevoir des consignes, mais aussi d'être notés et évalués. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'ils évaluent l'activité du groupe au global, mais ils n'évaluent pas directement les agents des autres administrations. C'est-à-dire que les fiscalistes, les douaniers, les agents de l'URSSAF et de la CPAM, ils sont notés par leur administration de tutelle. Ça permet au chef de GIR d'être dans une sorte de management plus à l'ancienne, d'être un patron, un chef de groupe compréhensif, parce que c'est pas lui qui les note et qui évalue leur activité. Ensuite, pour répondre plus précisément à votre question, c'est dans la culture des commissaires et des chefs de GIR de savoir comment mettre en valeur des chiffres d'activité pour satisfaire les hiérarchies. Dans l'article, je donne l'exemple d'un chef de GIR qui compte à peu près tout ce qu'il peut compter. Le nombre de dossiers examinés par chacun des administratifs, les propositions de contrôle à leurs administrations, le montant moyen des fraudes décelées par dossier, le montant des redressements finalement exécutés, et puis il note et classe également les biens saisis et leur valeur, et leur évolution dans le temps. Il liste aussi le nombre de personnes entendues, gardées à vue, écrouées, placées sous contrôle judiciaire. Et enfin, il y a un tableau qui recense minutieusement le nombre d'infractions dont le GIR a été témoin sur l'année écoulée. Donc ça, c'est un comptage très très minutieux de tout ce qui est possible et imaginable. Ces chiffres remontent à la direction centrale de la police judiciaire qui les compile, mais comme je le disais, les chefs de GIR ne comptent pas tous la même chose. Donc c'est un comptage finalement très artisanal qui se fait à la main selon les indicateurs propres à chaque chef. Et est-ce que cette mise en valeur des chiffres par les chefs des GIR peut amener à des dérives ? Alors des dérives pas tout à fait. Il y a un petit jeu qui se fait dans le comptage d'une année sur l'autre parce qu'il y a des affaires qui sont très longues et donc les mêmes affaires peuvent être comptées plusieurs fois d'une année sur l'autre et permettre d'afficher selon les cas une augmentation de l'activité continue, etc. Dans les comptes rendus que font les chefs de GIR. Et ce qu'il y a d'assez intéressant et de remarquable, c'est que quand bien même cette activité est très dévalorisée, c'est pour eux à côté du vrai métier de policier. Même pour les chefs de GIR, le vrai métier de policier, c'est de faire les perquisitions, les interrogatoires, les procédures, être en lien avec les magistrats. Eh bien, il y a quand même une forte croyance dans le pouvoir de ces chiffres. Et ils se plaisent à faire circuler un chiffre qui est que seulement 20% des affaires pour lesquelles ils font une saisie débouche finalement sur une confiscation au tribunal. Alors moi, le temps de mon observation, j'ai effectivement assisté à des saisies spectaculaires qui ont donné lieu à des restitutions spectaculaires aux suspects et aux mises en cause, mais ce chiffre de 20%, personne ne sait d'où il sort. C'est un petit peu le genre de rumeur qui circule dans les GIR, probablement pour essayer de sensibiliser leurs partenaires à leur activité et à l'importance du travail de saisie. À l'inverse, comment ces chiffres sont perçus et gérés par les agents des groupes d'intervention régionaux ? Alors, je vais donner l'exemple des douaniers. C'est un exemple qui est très intéressant parce que clairement, les douaniers sont en porte-à-faux avec leur administration d'origine, vu qu'il n'y a pas toujours un volet douanier à l'enquête des GIR et que le trafic de stupéfiants, il sera traité par la police et donc la justice en priorité. Les douaniers ont pourtant toute une richesse d'actions et d'activités qui disparaît derrière les objectifs chiffrés, qui sont la saisie de grands stocks de produits stupéfiants, de contrebande ou de blanchiment douanier. C'est un petit peu ce qui est attendu d'eux. Mais pourtant, dans un GIR, un douanier fait bien plus que ça. On pourrait dire qu'il a 3 types de tâches. Un premier ensemble de tâches, que j'appelle le travail invisible, concerne tout ce que les douaniers font pour s'intégrer au sein du groupe. Notamment, ils traduisent des procédures qui ne sont pas traitées par le GIR, ni par la police, ni par la gendarmerie, mais qui peuvent intéresser la douane. Pour de nombreuses procédures,
il évite que les informations policières se perdent dans les méandres des organigrammes et des codes et normes procéduraux qu'il faut connaître de l'intérieur. Ce travail invisible est vraiment typique des activités que le douanier ne peut pas valoriser auprès de sa hiérarchie. Il y a ensuite un deuxième ensemble de tâches que j'avais appelé le travail de fourmi, qui concerne le trafic de stupéfiants et les produits de contrebande, vous savez, qui sont dans des petites et moyennes quantités et pour lesquels il serait à la fois difficile de donner suite judiciaire et à la fois difficile de renoncer et d'abandonner toute poursuite. Et donc, dans ce cas-là, ce qui est fait, c'est que lorsque la drogue est sous scellé de la police, le magistrat peut autoriser la levée des scellés policiers pour que la drogue soit remise à la douane, qui appliquera alors une amende. Ce travail, qui est très lourd d'un point de vue procédural, suscite des critiques parce qu'on considère que la police et les magistrats se débarrassent du sale boulot sur les douaniers. Mais là où c'est intéressant pour le douanier, c'est que ça lui permet de renforcer ses liens avec la police et la gendarmerie. Le troisième type d'activité, c'est le fait de monter un gros coup, et c'est là que avoir des bons liens avec la police et la gendarmerie peut avoir de l'importance. Ça concerne à la fois des situations assez rares, mais très valorisantes pour les agents. Dans l'article, je donne l'exemple d'un douanier de GIR qui a très bonne réputation chez les policiers, si bien que le jour où les policiers découvrent, à l'occasion d'un contrôle de routine, des diamants dans le coffre d'un véhicule et que son propriétaire n'arrive pas à en expliquer l'origine légale, ce douanier est directement appelé. Après avoir brisé les scellés de la police, le douanier travaille avec les experts diamantaires de la douane et parvient à sanctionner lourdement son propriétaire. Mais ça reste rare et exceptionnel. Du coup, les chiffres que les douaniers tentent de mettre en avant pour se conformer aux injonctions hiérarchiques conduisent justement précisément à invisibiliser ce que permet réellement leur présence. Sans mauvais jeu de mots, les douaniers des GIR, ce sont des passeurs qui permettent la circulation et les échanges entre deux institutions qui n'ont pas encore totalement l'habitude de coopérer. Et donc cette politique du chiffre, est-ce qu'elle a modifié l'exercice du métier de ces différents agents du GIR ? Oui, bien sûr. Pour garder l'exemple de la douane, les résultats que les douaniers arrivent à produire bon an mal an ont été véritablement instrumentalisés par la hiérarchie douanière, parce qu'on est dans un contexte de réduction des effectifs de la douane, et donc ces résultats chiffrés, non seulement ils invisibilisent leur activité, mais ils ont servi pour leur direction à justifier, selon les régions, soit la fermeture de bureaux de douane au prétexte que la coopération en GIR suffit, ou à l'inverse, dans d'autres cas, le retrait des douaniers des GIR qui sont accusés de constituer un gaspillage de cadres. De façon plus globale, de nos jours, la politique du chiffre concerne vraiment toutes les administrations et en particulier les métiers de contrôle. Comme le dit Marie Sarlège-Linière, qui a travaillé sur l'inspection du travail, on est passé d'une logique où on rend simplement compte de son activité à une logique où on rend des comptes. On rend des comptes au chef, au commissaire, au préfet, au ministre lui-même. On justifie par le chiffre d'activité son poste et le dispositif dans lequel on travaille. Cette logique consistant à faire du chiffre au plus vite a pour conséquence une baisse de la qualité des affaires qui sont proposées au GIR, et donc cela demande un travail de tri des affaires, travail qui est assez lourd. Parce que ce qui est le plus valorisant en police judiciaire, c'est de faire ce qu'on appelle une belle affaire, c'est-à-dire un gros voyou, une grosse enquête minutieuse, le fait d'aider les victimes de ce gros voyou, et ça ne peut pas être perceptible à travers les chiffres d'activité. C'est la raison pour laquelle les chefs de GIR, dans leur bilan d'activité, tentent souvent de développer une rubrique plutôt affaires marquantes. Au niveau national, il y a un bulletin affaires marquantes des GIR qui raconte les plus belles affaires.
Mais parce que finalement, c'est toute cette richesse et diversité des enquêtes, toute l'inventivité qu'il a fallu aux enquêteurs qui disparaît derrière les chiffres. Vous avez par exemple un policier qui a grandi dans un quartier populaire et qui décide d'enquêter sur ce quartier populaire. Il va se lancer sur un trafic de Ferrari. Il va mener une enquête sur plusieurs mois sur les milieux dans lesquels il a grandi, les milieux du rap y compris, retrouver le véhicule dans les clips de rap, retracer tous les circuits de blanchiment du stupéfiant et du fonds de commerce qui permet de louer le véhicule. Il va envoyer des amis proches à lui pour se renseigner auprès des suspects et finalement monter une procédure qui va permettre de tout saisir et confisquer. Et toute cette richesse de l'enquête et la créativité des enquêteurs s'est rendue totalement invisible si vous regardez juste le nombre d'interpellations et le volume de biens saisis. Du coup, comme il y a cette culture très polyjudiciaire de valorisation de la belle affaire, et comme le GIR est un tout petit peu plus souple sur la question des chiffres que dans les commissariats par exemple, les hommes et les femmes du GIR investissent ça comme étant plutôt une échappatoire par rapport à ce qui est observé dans les administrations de tutelle. Et si on élargit le champ à la police et les autres métiers de l'ordre comme vous l'avez fait, qui sont également donc soumis à cette politique du chiffre, les agents peuvent-ils atteindre des objectifs chiffrés, enfin ceux qu'on leur a imposés en tout cas, sans pour autant avoir le sentiment d'avoir bien fait leur travail ? Alors justement, la politique du chiffre, c'est sans nul doute la première source de perte de sens du métier. Et ça, je suis pas du tout la seule à l'avoir observé. Il y a les travaux de Cécile Douillet, Jacques de Maillard et Mathieu Zagrodzki, ou encore Emmanuel Didier et Isabelle Bruno, qui montrent que, comme dans mes propres enquêtes, que cela donne aux agents l'impression de travailler parfois pour un institut de statistique. Alors comment ça marche concrètement ? On demande soit aux agents de tordre leur activité sur le terrain. Par exemple, un exemple un peu caricatural mais connu, c'est que par exemple un individu dérangé va casser 10 voitures dans une rue. Et on demande de faire une affaire par voiture pour augmenter les taux. Soit on va demander aux agents de compter différemment leur activité. Ce qui avait été dénoncé il y a quelques mois par un syndicat policier, c'est que dans un commissariat, toutes les opérations de contrôle sur la voie publique, quel que soit le motif du contrôle, ça pouvait être le stupéfiant, la conduite à trop grande vitesse, etc. Enfin voilà, tous les contrôles sur la voie publique devaient être enregistrés comme des opérations de contrôle pour les rodéos urbains. À l'arrivée, ça permettait d'avoir de gros chiffres pour la nouvelle infraction à la mode pour les pouvoirs publics que sont les rodéos urbains. Donc ce sont vraiment des logiques diamétralement contraires à celles pour lesquelles les agents sont entrés dans la police. Et ça m'amène à une dernière question. Est-ce que ces chiffres, cette politique du chiffre, peut-elle se faire au détriment de la qualité des services publics ? Oui, absolument. C'est clairement au détriment de la qualité des services publics que se fabriquent les chiffres d'activité et leur communication, surtout par le ministère de l'Intérieur. Parce que ces chiffres, on le comprend bien en m'écoutant, je pense, ne sont pas du tout neutres. Ils portent au contraire la marque de la managérialisation de services publics, c'est-à-dire qu'on a importé des normes d'action qui viennent du privé et d'un gouvernement par les indicateurs qui est un gouvernement finalement très vertical. Les policiers et les douaniers, pour ne citer que ces exemples, se sont d'ailleurs mobilisés à plusieurs reprises pour en dénoncer les effets pervers, notamment sur la lutte contre le trafic de stupéfiants. On se focalise sur certains délits, comme le fait d'attraper quelqu'un qui a du stupéfiant sur lui, soit qui en consomme un peu, soit qui en vend un peu, plutôt que de se donner vraiment les moyens de cibler ceux qui en tirent profit et exploitent à la fois le consommateur et le petit vendeur de rue. Cette logique, ça permet d'interpeller des dizaines de personnes dans un temps record, plutôt que de se dire qu'on va cibler un ou deux individus sur lesquels on va enquêter sur plusieurs mois. Cette politique du chiffre au niveau du stupéfiant n'est pas sans conséquence.
Le fait d'avoir créé un tel contentieux de masse et cette frénésie sécuritaire autour du deal de rue fait que dans les tribunaux, les magistrats sont trop surchargés de travail par toutes les comparutions immédiates, les petites affaires de stupéfiants, pour avoir le temps de vraiment poursuivre les affaires sur le patrimoine criminel. Et donc, de fait, ces affaires peinent encore parfois à aboutir. Et au cœur de cette politique du chiffre, on a donc des choix politiques qui sont surtout électoraux. Cela donne l'impression aux policiers qui sont sur la voie publique qu'ils doivent, je cite, vider l'océan à la petite cuillère, tandis que les affaires plus complexes telles que celles que traite le GIR peinent parfois à aboutir. Merci Marion. Merci beaucoup. C'est sur ces mots que se termine notre épisode consacré à la politique du chiffre au sein des services publics. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à nous suivre sur Twitter, LinkedIn et Instagram et à vous rendre sur 0,org afin de découvrir nos précédents invités. Merci et à très bientôt.